Bonjour mesdames, messieurs, et bienvenue à votre bulletin de nouvelles hebdomadaire d'Info-Témis du 30 avril 2024. Ici William Maillet, je serai votre lecteur de nouvelles pour cette semaine. Alors, cette semaine en manchette. Mauvaise semaine pour l'industrie forestière. La scierie Béarn et l'usine Ryanair de Témiscamingue annoncent d'importantes mises à pied. Le projet de piscine à Ville-Marie est en attente d'une importante réponse de Québec. Les agriculteurs se mobilisent à Rouyn-Noranda pour s'assurer de leur survie. La programmation du festival Ossisco et le festival d'humour de la Abitibi-Témiscamingue est dévoilée. Le centre administratif de la CSSLT change de nom et devient l'édifice Luc Bergeron. Et plusieurs autres nouvelles. Et surtout, n'oubliez pas d'être des nôtres à 18h chaque mercredi soir pour notre télé-bingo hebdomadaire. Émilise Lessard-Terrien a remis sa démission lundi de son poste de co-porte-parole de Québec solidaire. Elle, qui avait été élue avec une avance de seulement 3 voix face à Ruba Gazal en novembre dernier, était en pause de la vie publique depuis le début du mois d'avril. Elle a confirmé avec une publication sur sa page Facebook que cet arrêt de travail pour un souci de santé était dû à un épuisement amplifié par des divergences profondes au sein de Québec solidaire. Comme elle dit dans son message, sa volonté de cultiver de la sensibilité, du cœur, de l'écoute, de l'authenticité et de la franchise en politique a pris un dur coup ces derniers temps en raison des habituels compromis, les calculs d'image et les indicateurs de vote qu'oblige la profession. Comme dans le livre écrit par Catherine Dorion et paru l'an dernier, Gabriel Nadeau-Dubois est encore une fois pointé du doigt. Émilise décrit une petite équipe de professionnels tissés serrés autour du porte-parole masculin, de différentes visions qui se sont entrechoquées et des visions difficilement compatibles. Elle explique qu'elle s'est fait gronder ou culpabiliser pour des prises de parole sincères, pour avoir donné des opinions ou suivi son intuition. Elle s'est fait invalider alors qu'elle nommait des besoins. Dans son long message, elle partage avoir passé les dernières semaines dans la forêt à faire les sucres. Elle aura besoin de plus de temps qu'elle pensait pour retrouver la fougue de nourrir nos luttes avec tout le cœur dont je me sens capable, dit-elle. À la suite de son élection comme co-porte-parole féminine du parti, Émilise mettait de l'emphase sur le besoin de QS d'élargir sa base électorale dans les régions. Pour sa part, Gabriel Nadeau-Dubois a salué sur X le travail de l'ancienne députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Il dit respecter son choix, mais il ne cache pas que ça l'attriste. Après l'avoir côtoyé pendant 4 ans comme député solidaire, j'étais vraiment content de l'avoir retrouvé comme co-porte-parole. Il ajoute qu'il aurait aimé continuer à porter la parole avec elle. La présidente de Québec solidaire, Roxane Milot, note par voie de communiqué que QS était en période de transition jusqu'à l'arrêt de travail de Mme Lessard-Terrien. Pour l'instant, Roxane Milot n'a pas donné de détails sur l'éventuelle course au poste de co-porte-parole féminine, par respect pour Émilise. L'annonce de la démission d'Émilise Lessard-Terrien a bien évidemment fait réagir dans la région. Au micro de l'émission Des Matins en Or, le membre fondateur de Québec solidaire dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Guy Leclerc, a salué lui aussi le courage d'Émilise de quitter son poste. Ça prend bien plus de courage de se retirer que de s'engager. C'est une situation qui est délicate, dit-il. Selon lui, les membres de QS doivent réfléchir à la façon de coordonner les rôles des deux co-porte-paroles. La particularité des deux co-porte-paroles amène un avantage au niveau des communications et de la représentativité, mais ça vient avec la nécessité d'ajustement avec la croissance d'un parti. M. Leclerc mentionne aussi la difficulté supplémentaire qu'amenait le fait d'avoir une co-porte-parole qui ne siège pas à l'Assemblée nationale. D'en avoir un qui siège à tous les jours avec le reste du groupe et une autre qui est à l'extérieur n'offre pas nécessairement la même équité dans les moyens d'action disponibles pour chacun. On ne remet toutefois pas en doute pour le moment la formule des deux co-porte-paroles du côté du parti. Sur le point de l'état de santé d'Émilise, Guy Leclerc voit ça comme un rappel qu'il faut s'occuper des personnes avant de s'occuper des postes, des actions et des jobs.
En tant que mère de jeunes enfants qui habitent au Témiscamingue, la distance à parcourir pour siéger à Québec représente un handicap, même si c'est essentiel pour s'assurer que les régions soient représentées, souligne-t-il. Il estime qu'il faut trouver un truc pour que ce soit plus viable. Guy Leclerc termine en répétant qu'il faut donner les moyens aux gens qui nous représentent d'exercer leur pouvoir et leur donner les moyens de s'épanouir dans leur profession. La scierie Béarn ferme ses portes pour une durée indéterminée. L'entreprise appartenant à Chantier Chibougamau a stoppé complètement sa production depuis jeudi dernier. Ce sont 120 employés qui se retrouvent maintenant sans emploi. La direction affirme qu'ils n'avaient plus le choix. Après avoir fait tout en son possible dernièrement pour diminuer les coûts, ils ont été forcés d'arrêter leurs activités en raison de la chute fulgurante du prix du bois depuis janvier. Selon le directeur exécutif au développement corporatif chez Chantier Chibougamau, Frédéric Véraud, cette baisse s'explique par les taux d'intérêt élevés au Canada et aux États-Unis. Ça l'amène que les gens reportent leurs projets de construction et que le bois ne sort plus des cours des distributeurs de matériaux. Cette fermeture impacte un écosystème complet dans l'industrie du bois. Comme le dit le président du Conseil central d'Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec de la CSN, Félix-Antoine Lafleur, ce ne sont pas seulement les familles des 120 employés qui peuvent être impactées par cette nouvelle. Ce sont aussi les sous-contractants pour les machineries et les transporteurs qui vont être affectés, par exemple. Ce n'est toutefois pas la seule scierie qui est en ce moment fermée dans la province. Un peu plus au nord, la scierie Comtois-Lebel-sur-Quévillon est également en arrêt de travail pour une durée indéterminée. La crise dans l'industrie forestière se fait sentir de plus en plus. La fermeture de l'usine de Béarn n'est qu'un symptôme de cette situation, comme l'indique M. Lafleur. Avec les feux de forêt qui ont fait rage l'an passé et qui ont fait aussi mal à l'industrie, il faut qu'il y ait un plan à long terme d'exploitation durable de la forêt et que les travailleurs et travailleuses soient impliqués dans l'établissement de ce plan-là. Parce que ce sont des communautés entières qui dépendent souvent de l'industrie forestière. Malgré qu'il n'y ait pas d'indicateur clair que la situation va s'améliorer prochainement, la direction de la scierie Béarn espère que l'interruption dure le moins longtemps possible. Coup dur pour la ville de Témiscamingue. Après la scierie Béarn, c'est au tour de l'usine de Ryanair à Témiscamingue de procéder à des mises à pied. 275 employés se retrouveront temporairement sans emploi à partir du 2 juillet. La compagnie a pris la décision de fermer complètement sa ligne de production de cellulose de haute pureté pour une durée indéterminée. Ces deux autres lignes de production de carton et de pâte à haut rendement restent toutefois ouvertes. L'entreprise forestière emploie plus de 700 personnes à Témiscamingue. Par voie de communiqué, Ryanair Advanced Materials explique que, compte tenu des conditions actuelles du marché et des coûts fixes d'investissement élevés associés à l'usine de cellulose de haute pureté, cette décision permettra d'atténuer les pertes liées aux opérations de l'usine et augmenter le flux de trésorerie disponible. Comme l'indique dans le communiqué le président directeur général Lyle Bloomquist, la faiblesse du marché et l'incertitude entourant la disponibilité de fibres de bois à prix abordable ont posé d'importants défis à l'usine CHP de Témiscamingue. L'entreprise américaine assure que cette fermeture n'affecte pas les usines de carton et de pâte à haut rendement situées sur le site, même si en décembre dernier, elle avait annoncé vouloir vendre ces deux dernières pour rembourser des dettes importantes. La préfète de la MRC, Claire Bolduc, était évidemment sous le choc après l'annonce. Elle rappelle que c'est une nouvelle très difficile pour les municipalités, la vitalité des municipalités et pour les personnes qui ont vu leur emploi suspendu. Mme Bolduc dit avoir interpellé le gouvernement du Québec ainsi que les députés locaux en lien avec la fragilité du secteur forestier en ce moment. Elle espère que la fermeture sera la plus brève possible. Pour le président des employés du syndicat Unifor, la nouvelle est difficile à avaler également. Les employés sont très inquiets et M. Lefebvre réagira davantage cette semaine. Le maire de la municipalité, Pierre Gingras, a une rencontre de prévue ce mardi
avec les responsables de l'entreprise pour éclairer le dossier. Le projet de piscine à Ville-Marie est en attente d'une réponse de Québec qui est cruciale pour sa réalisation. Le complexe des eaux profondes, qui est l'organisme chargé de la construction d'une nouvelle piscine au Témiscamingue, a envoyé en décembre une demande de subvention qui couvrirait 66 % du coût total. Cette requête, faite au programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, est le point de départ vers la concrétisation du projet. La contribution d'autres ministères sera nécessaire pour financer la grande partie du complexe. Les différents programmes des gouvernements provincial et fédéral sont étudiés par le conseil d'administration et les députés régionaux pour aller chercher jusqu'à 90 % du montant de la construction. La réponse du ministère de l'Éducation quant à l'acceptation du projet est attendue en juin. Une fois cette subvention principale accordée, le complexe des eaux profondes pourra commencer à aller chercher de l'argent au privé parce qu'ils ne peuvent pas se mettre à recruter ou lancer une levée de fonds avant la réponse de Québec. Avec la subvention, ce serait 5,5 millions de dollars qu'il resterait à aller chercher. Les plans sont prêts et le terrain pour la construction est déjà arpenté, explique la présidente du conseil d'administration du complexe des eaux profondes, Nathalie Cardinal. Pour l'organisme, le souhait est de lancer l'appel d'offres pour la construction dès cet automne, pour qu'il débute en 2025. Le coût total estimé du projet a toutefois augmenté de plus de 2 fois et demi, passant de 10 millions en 2019 à 26 millions 5 ans plus tard. Une partie de cette hausse s'expliquerait par des dépenses supplémentaires qui sont nécessaires pour construire en région éloignée. Ainsi, 4,5 millions de dollars en contingence devront être alloués. Un coup de pouce dont Nathalie Cardinal aimerait bien bénéficier, ça serait la baisse des taux d'intérêt. Lorsqu'on emprunte pour un montant aussi important, une baisse d'1 % devient énorme, explique-t-elle. 14 municipalités témiscamiennes se sont engagées à signer une entente pour aider à financer la construction et l'exploitation du bâtiment par la suite. 2 communautés autochtones ont aussi démontré leur volonté à collaborer au projet. Comme pour la piscine précédente, elle comptera 4 corridors de nage. Les différences seront l'ajout d'un bassin récréatif avec une entrée dans l'eau graduelle pour les enfants et personnes âgées, en plus de l'aménagement d'un bassin thérapeutique. Depuis la fermeture de la piscine de Ville-Marie, celle la plus proche du territoire de la MRC est celle du centre à Témiscamingue. Si vous vous êtes déplacé vers Rouyn-Noranda vendredi, vous aurez assurément remarqué la tonne de tracteurs et d'agriculteurs qui s'étaient réunis pour manifester. Ils étaient plus de 250 producteurs et productrices agricoles de l'Abitibi-Témiscamingue à s'être mobilisés pour que le gouvernement fasse de l'agriculture une priorité. Pour les grandes lignes de leurs demandes, ils souhaitent d'être indemnisés adéquatement pour les difficultés causées par le climat de l'été 2023, la mise en place d'un bouclier financier agricole à 3 % d'intérêt sur 3 ans, ce qui représenterait 100 millions de dollars par année pendant 3 ans, la création de programmes adaptés pour les régions et d'alléger les exigences réglementaires ainsi que la paperasse pour les producteurs. Pour avoir plus de détails sur la journée de vendredi, nous avons été rencontrer Luc Maillé, président des producteurs de grains de l'Abitibi-Témiscamingue. Luc Maillé, président des producteurs de grains d'Abitibi-Témiscamingue, aussi propriétaire avec mon frère de ferme J. Maillé et Fils à Béarn. Et vendredi dernier, vous avez été plusieurs agriculteurs à aller manifester à Rouyn. C'était pourquoi, au juste? Oui, là, c'était pour manifester au gouvernement notre mécontentement sur les programmes de stabilisation des revenus agricoles. Parce que ça fait plusieurs années, historiquement, ils ont toujours coupé. Donc là, à un moment donné, on a notre ras-de-bol. Parce qu'on était 250 producteurs à Rouyn, une soixantaine de tracteurs à part les véhicules, les camions de un peu toutes sortes. Puis quand on a fait le tour de ville, ça donnait un convoi de 2 km de long. Et du Témiscamingue, vous étiez combien à avoir fait le chemin jusqu'à Rouyn? On est 10 ou 11 tracteurs qui ont parti sur leurs roues. Puis on était 20 tracteurs au total. Fait qu'il y avait 8 ou 10 tracteurs qui se sont rendus en camion jusqu'à Cloutier. Puis ils ont roulé de Cloutier jusqu'à Rouyn. Et une fois rendu à Rouyn, vous avez été manifesté où?
C'était à la plage Kiwanis, tout près du bureau du MAPAC, qui est le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Aussi, notre tour de ville a passé devant le bureau du député Daniel Bernard et aussi devant les bureaux de la financière agricole du Québec. Là. Et l'objectif, c'était de passer un message au gouvernement? Oui, en plein ça. Puis même l'an passé, on a à pareille date, un an jour pour jour, le 26 avril, on avait manifesté aussi à Rouyn. On était environ 120 producteurs. Mais un an plus tard, le roll-ball est encore plus flagrant parce qu'on était de 250, le double, puis beaucoup plus l'an passé, les tracteurs n'étaient pas de... On n'avait pas sorti les tracteurs, si on peut dire, mais cette année, on les a sortis. Puis les producteurs ont parti de Fabre, aller jusque l'autre, dans le coin de la Sarre aussi. Il y en a qui sont venus nous rejoindre à Rouyn. Et est-ce que c'est ça? C'est vraiment en rapport avec... Il y a eu une grande chute des revenus nets des agriculteurs au Canada au complet dans les 3 dernières années. C'est une affaire de 87 % qui a baissé. Est-ce qu'on le ressent chez les agriculteurs en région? Oui. Parce que les producteurs, ils sont, comme j'ai dit dans notre entrevue, on n'est pas au bout du rouleau encore, mais c'est parce qu'on est passionné. Si on ne serait pas passionné, on ne serait plus là à faire notre travail. Là. Parce que ça, c'est de plus en plus dur de vivre, de faire un peu d'argent avec la profession? Oui, c'est de plus en plus dur. Puis, on compte pas nos heures parce que si on les compterait, on travaille bien en deçà du salaire minimum. Là. Est-ce que c'est dur à cause de ça d'avoir de la relève? Est-ce que la relève agricole est beaucoup inquiète? C'est dur d'en avoir? Oui, parce qu'en plus qu'avec une pénurie de main-d'œuvre, les salaires sont très intéressants ailleurs. Puis sur une ferme, c'est souvent 7 jours semaine, pas trop de congés. Donc, quand tu regardes les conditions, là, c'est pas évident pour la relève de vouloir prendre ça. Ça prend la passion et plus encore. Là. Et ça fait longtemps que tu es dans le métier. Dans les 15-20 dernières années, est-ce qu'on a vu qu'il y en a de moins en moins des fermes et des agriculteurs au Témiscamingue? Est-ce qu'on voit beaucoup de fermes qui ferment ou qui arrêtent d'être en exploitation? Oui, j'ai pas les chiffres exacts, là, mais en Abitibi-Témiscamingue, on est rendu 700 entreprises agricoles. Il y a, je ne sais pas quoi, c'est 20 ou 25 ans, on était plus de 2000. Là. Donc, c'est sûr que les fermes ont beaucoup grossi, mais ça fait... c'est rendu, c'est presque... C'est des entreprises, là, c'est plus des fermes familiales là, qu'on pouvait... que toute la famille venait le dimanche faire les foins, là, c'est plus vraiment ça le topo là, aujourd'hui. Est-ce que ça l'affecte plus les producteurs de grains, de lait, bovins, ou est-ce que c'est globalement un peu tout le monde? Oui, à quelques chiffres près, tout le monde est impacté pareil parce que la même chose, parce qu'à Rouyn, il y avait toutes les productions étaient là même les fermes de proximité, toutes les productions étaient représentées vendredi passé. Et comme solution, c'est quoi qu'on espère du côté des agriculteurs que le gouvernement prenne comme mesure ou d'autres organismes? Nous, ce qu'on demande, c'est surtout qu'ils arrêtent le mur à mur dans les réglementations. Puis dans la stabilisation du revenu aussi, on n'a pas les mêmes réalités qu'au centre du Québec, mais on a les mêmes programmes. Donc, l'an passé, on était les premiers à sortir, à manifester. Puis cette année, on a vu quelques mois plus tard que toute la province a embarqué dans le mouvement. Puis ça veut dire qu'on est comme un peu le canari dans le fond de la mine. Là. On donne le signal aux autres, là, parce qu'on est une région plus jeune. Donc, on a moins d'actifs, de génération qui a apporté de l'actif à chaque entreprise. Et ça fait que, ultimement, ce qu'on veut, c'est d'avoir plus de... que les mesures soient moins pour l'ensemble de la province et un peu du cas par cas, qu'on arrête de généraliser, qu'on donne la même affaire pour tout le monde. En plein ça, pour que notre région soit mieux soutenue par l'État, parce que aussi il faut rappeler que dans l'ASRA, qui est l'assurance stabilisation du revenu agricole, il y a quand même le tiers de cette caisse-là qui provient de la poche des producteurs. Là. C'est pas seulement les gouvernements qui mettent des sous là-dedans. Là. Alors, c'est vous, en redonnant à chaque année un peu d'argent, que ça vous permet d'avoir un certain bas de laine, un fonds de stabilité?
Oui, en plein ça. C'est parce que c'est pour pallier aux revenus du marché, parce que souvent, les produits agricoles sont vendus au prix de la bourse, puis ont concurrence contre le monde, contre tout le monde, toute la planète. Donc, il y a des pays comme le Brésil ou jusqu'en... pas l'Australie, quoi je veux dire, la Nouvelle-Zélande, jusqu'en Nouvelle-Zélande, qui ont des prix très bas parce qu'ils ont le climat plus favorable que le nôtre. Donc, c'est pour ça qu'on a ce programme-là qui nous... C'est carrément une assurance, là. Lorsque les prix sont équivalents ou supérieurs au prix du marché, on accumule l'argent dans le fond. Lorsque les prix sont inférieurs, bien, c'est là que l'argent nous revient pour qu'on puisse être compensé. Et en ce moment, est-ce qu'on entend beaucoup de producteurs qu'on sent que c'est très difficile, qu'ils risquent peut-être de fermer en étant ça président des producteurs de grains, que ce soit au Québec ou en région? Est-ce qu'on entend qu'ils sont vraiment, comme tu as dit, presque au bout du rouleau, mais est-ce qu'il y en a qui sont sur le bord de fermer? Oui, parce que l'an passé, il y a eu un sondage de fait à la grandeur du Québec. Puis le pourcentage, c'était 20 des entreprises qui songeaient à fermer les portes. Puis même en région, ce sondage-là, versus au provincial, le même sondage donnait peut-être 15 %. Donc, c'était vraiment... On est un petit peu plus avancé dans le processus de fermer les portes, là. Et ça devient probablement très compliqué, peut-être, de quand on veut justement arrêter d'exploiter la ferme, de céder ça à quelqu'un, parce que avec la relève, c'est difficile d'avoir. Et si tu n'as pas de la famille qui veut reprendre, ça doit amener beaucoup de complications pour vendre ça ou donner à autre. Oui, c'est sûr que si dans n'importe quel domaine d'affaires, si c'est pas prospère, c'est plus facile à vendre, là. C'est là que, comme je reviens au début, la passion, ça prend vraiment la passion pour dire que, OK, on va essayer d'en tirer un revenu, là. Mais il y a même des producteurs qui ont un travail à l'extérieur pour, justement, faire l'épicerie ou boucler à la fin du mois, là. Il n'y a pas bien des domaines que tu vois ça, là, que la personne va travailler à l'extérieur pour faire rouler son entreprise, là. Ça devient très difficile de rendre ça attrayant. Et si tu avais un souhait que le gouvernement mette une mesure ou ça, que de l'aide gouvernementale, ce serait quoi comme souhait? C'est qui vienne s'asseoir avec nous, c'est ce qu'il fait déjà, mais qui nous écoute pour justement avoir quelque chose d'adapté à notre région, là. Parce que souvent, ils nous écoutent, mais les actions ne suivent pas comme on dit, les bottines ne suivent pas les bobines, là. Merci, Luc. Au plaisir, bye. La programmation se précise du côté du festival Ossisco en Lumière à Rouyn-Noranda. Le comité organisateur annonce la présence du chanteur natif d'Ottawa, Talk, qui s'est fait connaître pour sa performance remarquée au Festival d'été de Québec. Le groupe punk Lagwagon et la troupe de rap À la Claire s'ajoutent aussi au rocker canadien Bryan Adams comme tête d'affiche de l'événement. Notons aussi la présence de Jonathan Roy, qui était présent l'an dernier au Festival Western de Gig. Il montera sur scène jeudi, comme pour Talk, le groupe de Townships, la chanteuse Margaret Tracteur ainsi que Alex. Le mercredi sera consacré au hip-hop, avec les artistes Mariem, Calamine et Salimo qui précéderont la formation À la Claire ensemble. C'est vendredi que la légende du rock Bryan Adams foulera les planches de la presqu'île du lac Ossisco. The Sheepdogs, Bonanza, Tony Rust and the Mud Horses et Miels et Alice performeront sur les autres scènes du festival. Pour conclure les festivités, Xavier Caféine, Lubick, Badskin, DVTR, Scarlet Wives et Taxi Girls animeront le spectacle avant le concert du groupe punk californien Lagwagon. Pour cette année, les fameux feux d'artifice d'Ossisco en lumière vont être présentés différemment. Le directeur général Frédéric Roy-Hall explique que les feux ne seront pas faits au-dessus du lac. Ils seront beaucoup plus proches du public et ce ne sera pas nécessairement une présentation de feux d'artifice comme les années précédentes. Ils seront davantage intégrés dans Ossisco en lumière. L'année dernière, les feux d'artifice avaient dû être annulés à cause des feux de forêt qui sévissaient en région. On croise les doigts pour que la température soit un peu plus favorable cette année pour le festival qui se déroulera du 7 au 10 août prochain.
C'était aussi le tour au Festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue d'annoncer sa programmation. Notons plusieurs gros noms à l'affiche, comme Rachid Badouri, Sylvie Tourigny et la Rouyn-Norandienne Cathy Gauthier. Jean-Marc Parent sera du rendez-vous, un an après son annulation de dernière minute à cause de problèmes de santé. Il avait été alors remplacé à pied levé par Louis Morissette et son garçon Justin. La soirée du dimanche sera marquée par le spectacle de Mesmer, qui aura en première partie le comédien Martin Vachon sur la scène Belle à Val-d'Or. Nous aurons quand même, nous aussi, la chance d'assister à une partie du festival au Témiscamingue. La troupe des finissants de l'École nationale de l'humour s'arrêteront à Ville-Marie dans le cadre de leur traditionnelle tournée. Ils seront une douzaine d'humoristes à être présents au Théâtre du Rift pour un spectacle de 90 minutes le mercredi 3 juillet prochain à 19h30. Ils s'arrêteront également à Val-d'Or et Rouyn-Noranda pour cette 26e édition du Festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue. Le centre administratif du Centre de services scolaires du Lac-Témiscamingue change de nom. Anciennement l'édifice Bruyère, il sera renommé l'édifice Luc Bergeron, afin de souligner les accomplissements et la carrière de bâtisseur en éducation au Témiscamingue. M. Bergeron a laissé sa marque dans le monde de l'éducation au Témiscamingue, en ayant été le premier directeur laïque d'une école dans la région et le premier directeur et le fondateur du service d'éducation des adultes. On peut aussi lui donner comme fait d'armes d'être le fondateur de la commission scolaire du Lac-Témiscamingue, ainsi que directeur général en 1970. En 35 ans de métier, Luc Bergeron s'est démené pour s'assurer que le Témiscamingue garde son centre décisionnel en région, en évitant à tout prix les fusions avec d'autres services scolaires. Les affiches extérieures de la bâtisse seront refaites et une plaque commémorative sera installée à l'intérieur du centre administratif au courant des prochaines semaines. Le comédien témiscamien Martin Héroux était de passage à l'émission Le Tricheur la semaine dernière. Le natif de Ville-Marie était aux côtés de Patrice Cocro, Annick Lemay, Catherine Proulomé et Didier Lucien, qui ont tous comme point en commun d'avoir joué dans des émissions pour enfants. Lors des épisodes tournés il y a un mois, Martin récoltait de l'argent avec ses bonnes réponses et ses talents de tricheur pour l'organisme Mission Tournesol. L'OSBL témiscamienne a comme objectif d'offrir un soutien financier aux gens atteints d'un cancer dans la région. En entrevue à CKVM, Martin a expliqué avoir choisi cet organisme pour redonner de l'argent à sa région natale. Avec ses deux parents qui ont nécessité des soins hospitaliers en ville avant de décéder, la cause le rejoignait particulièrement en sachant les défis et le grand stress financier que cette situation peut amener. Il aura finalement été chercher 4 685 $ pour l'organisme. Si vous avez raté les péripéties de Martin au tricheur, vous pouvez toujours regarder les épisodes de la semaine du 22 avril en rattrapage gratuitement sur le site de TVA. La fonderie Horn a atteint les objectifs donnés par le gouvernement pour la réduction de ses émissions d'arsenic dans l'air lors de la dernière année. L'entreprise de la multinationale Glencore a émis 45 nanogrammes par mètre cube d'air d'arsenic entre le 16 mars 2023 et le 15 mars 2024. La cible que Québec leur a fixée lors de la plus récente autorisation ministérielle était de 65 nanogrammes par mètre cube d'air. Selon la fonderie Horn, l'ajout de dépoussiéreurs, l'amélioration de la captation à la route coulée, le pavage de certains secteurs et la construction d'un dôme d'entreposage sont les raisons qui expliquent la baisse d'émissions. Pour les 3 prochaines années, la fonderie devra se maintenir sous la barre des 45 nanogrammes. En 2027, ce seuil chutera à 15 nanogrammes. Du côté du comité d'arrêt des rejets et émissions toxiques de Rouyn-Noranda, l'atteinte de la cible par la fonderie est la preuve que le gouvernement aurait pu imposer ces limites-là plus rapidement. Comme l'indique la porte-parole du groupe Nicole Desgagnés, les solutions qui ont été mises en place par l'entreprise étaient déjà proposées il y a 20 ans. Alors, ce qu'on a là, on aurait peut-être pu l'avoir depuis 20 ans, et on aurait pu être un peu moins empoisonné, dit-elle. À la fonderie Horn, on est confiant de pouvoir se maintenir sous la barre des 45 nanogrammes par mètre cube d'air au courant des 3 prochaines années,
avec les mesures déjà mises en place. Il y aura donc peut-être de légères diminutions en 2025 et 2026, mais la baisse la plus importante sera observable avec le lancement du projet Aeris, prévu pour 2027. Ce projet coûterait entre 500 et 750 millions de dollars à mettre en place. L'approbation du projet devrait venir d'ici la fin de 2024. La fonderie Horn devra également racheter 82 bâtiments situés près de l'usine, comme en avait fait l'annonce le gouvernement du Québec en mars 2023. Pour l'instant, ce sont 17 des immeubles devant être détruits qui ont été rachetés. Québec a aussi versé 45 millions à la ville de Rouyn-Noranda pour la construction de nouveaux quartiers afin d'accueillir les résidents de la future zone tampon. Pour l'instant, aucune date n'a été fixée pour la délocalisation des locataires des 82 bâtiments. La propriétaire du dépanneur du coin d'Anglier, Angela Jean, était en entrevue à l'émission Des Matins en Or pour expliquer comment elle a réussi à sauver le petit dépanneur du village. Elle, qui était auparavant préposée aux bénéficiaires, est devenue officiellement propriétaire de l'établissement avec Francis Prince en mai dernier. Ils ont dû louer, avec une option d'achat, le dépanneur durant 2 ans pour montrer à la banque que le projet était viable. Avant l'arrivée d'Angela et Francis, l'ancienne propriétaire avait annoncé la fermeture du commerce, faute de main-d'œuvre. C'est donc pour éviter qu'Anglier se retrouve sans ce service qu'Angela a décidé d'apprendre à gérer un dépanneur en partant de zéro. L'aide de la SDT, de sa famille et de la communauté lui a permis de se familiariser rapidement avec sa nouvelle profession. Les résidents de la municipalité étaient évidemment heureux d'apprendre la nouvelle de l'achat du dépanneur du rond-point. En plus d'être un endroit très passant, la station de service est le seul endroit dans un rayon de 20 minutes du village où les citoyens peuvent faire le plein d'essence. Les pompes distributrices d'essence ont été renouvelées, les réfrigérateurs changés et l'inventaire du dépanneur a été bonifié pour offrir une plus grande variété de produits. L'achalandage est parfois plus tranquille l'hiver, mais Mme Jean indique que les touristes sont nombreux l'été. Elle ne regrette aucunement son changement de carrière, malgré les journées de 12 heures qui sont nécessaires pour gérer le commerce de proximité. C'était primordial pour Angela de garder en vie l'un des derniers endroits qui permettent aux citoyens d'Anglier de socialiser entre eux. Elle adore le contact humain avec sa clientèle qui met un peu de soleil dans chacune de ses journées. Est-ce que les jeunes manquent de plus en plus du jour d'école? Selon l'enseignant de Rouyn-Noranda, Jonathan Saint-Pierre, l'augmentation de l'absentéisme serait marquée dans les écoles de la province. En entrevue à l'émission Des Matins en Or, il donne des exemples comme les rendez-vous chez le dentiste, des voyages et des compétitions sportives qui amènent les élèves à être absents en classe. Le mois d'avril serait le pire de l'année avec le rassemblement, selon lui, de toutes les meilleures raisons du monde pour être absent. Avec des équipes complètes qui partent parfois à l'extérieur pour des tournois de fin de saison, ça amène des situations qu'il reste 6 ou 7 élèves seulement dans la classe. Dans ces cas-là, les enseignants ne peuvent pas tellement enseigner de la nouvelle matière, au risque de devoir la reprendre avec la majorité du groupe. Les cours de conduite seraient vraiment aussi un gros problème, parce que tous les élèves de secondaire 5 veulent avoir leur permis. Ils choisissent souvent le même cours à chaque fois pour s'absenter. Ce qui amène des problèmes comme des jeunes qui auraient manqué le tiers de l'année d'un certain cours, selon M. Saint-Pierre. Lorsqu'on est absent, l'important est de reprendre les travaux manqués. Même si les raisons sont généralement bonnes, ces élèves pourraient se retrouver en situation d'échec une fois arrivés au mois de juin. L'enseignant de secondaire 5 trouve qu'il y a moins de remords à manquer des cours aujourd'hui parce qu'on est habitué avec la pandémie de justifier tout ce qu'il y avait comme raison de ne pas aller à l'école. Ce que craint Jonathan, c'est que cette habitude se transporte sur le marché du travail chez ces jeunes. Au début du mois d'avril, c'était près d'1 élève sur 10 qui était absent sur les bancs d'école au Québec. Le mardi 23 avril dernier marquait les 10 ans de la disparition de Cindy Rupperthouse. Originaire de la communauté de Picogan, la femme âgée de 44 ans lors de sa disparition a été vue pour la dernière fois à Val-d'Or, le 23 avril 2014.
10 ans plus tard, la famille de Cindy affirme n'avoir jamais été informée d'aucun développement de l'enquête sur sa disparition. Bien que l'enquête soit toujours ouverte, elle est depuis le 1er avril 2020 dans les mains de la Division des disparitions et des dossiers non résolus de la Sûreté du Québec. La SQ assure que de nombreuses recherches et vérifications ont été effectuées pour tenter de la retrouver. Pour la sœur de Cindy Ruperthouse, Joanne Wild, c'est inconcevable qu'elle aurait seulement quitté le pays sans donner de nouvelles à personne. Elle était, selon ses dires, quelqu'un qui appelait toujours pour prendre des nouvelles et donner des signes de vie à ses proches. Du côté des parents de Cindy, ils n'ont jamais arrêté de chercher pour la retrouver. Même que le père de Cindy ne va même plus dans le bois comme il faisait habituellement avant, par crainte de manquer l'appel pour lui annoncer qu'ils ont retrouvé leur fille. Cette constante attente de développement de l'enquête pèse lourd sur le quotidien de la famille. Comme l'indique Joanne Wild, le plus grand souhait de la famille est que quelqu'un témoigne enfin pour donner des explications sur la disparition plus que mystérieuse de Cindy. Avec ce sentiment d'impuissance, s'ajoute aussi la peur que ses parents ne revoient jamais Cindy. Joanne est bien consciente que ses parents prennent de l'âge et que la fenêtre pour que Cindy les revoie un jour se referme tranquillement. Quelque temps après la disparition de Cindy Ruperthouse, une récompense de 40 000 $ a été offerte par l'organisme Jeunesse au Soleil pour toute information pouvant aider à la retrouver. La somme est de nouveau offerte pour souligner les 10 ans de sa disparition, comme l'a confirmé la SQ par voie de communiqué. Toute personne ayant de l'information concernant la disparition de Cindy Ruperthouse est priée de contacter en toute confidentialité la Centrale de l'information criminelle du Québec. L'Association canadienne-française de l'Ontario, région Témiscamingue, a une nouvelle présidente. Annick Boucher préside maintenant l'ACFO du Témiscamingue ontarien, qui a dû repenser son mode de fonctionnement. Ancienne directrice de l'école secondaire catholique Sainte-Marie, elle a comme rôle d'être au service de la communauté francophone pour faire vivre la francophonie et la rallier autour de la cause. Alors qu'elle était directrice, elle était consciente que l'école secondaire est un pilier de la communauté francophone en s'alliant avec les fêtes de la communauté. Plusieurs activités, comme des soupers spaghettis et des brunchs définissants, amenaient plus de 200 personnes. Des événements qui permettent aux jeunes de vivre en français. Maintenant à la retraite, elle souhaite apporter sa ferveur et son engagement à l'ACFO. Elle est honorée de son nouveau poste et de ses nouvelles responsabilités. Elle a comme priorité le volet jeunesse. L'organisme est déjà très bien rodé pour les services aux 55 ans et plus, ainsi que pour les jeunes dans les écoles. Mais Mme Boucher veut rejoindre les 18 à 55 ans. Ça pourrait être des tournois sportifs ou des jeux comme à la télévision, des activités simples qui rassemblent, lance-t-elle. Elle souhaite augmenter la visibilité de l'ACFO dans la communauté, faire davantage connaître ses activités et réactiver le réseau des amis de l'ACFO. Elle juge qu'il est important de reprendre les contacts avec les partenaires comme au temps pré-pandémique, valoriser ce qu'ils font, s'assurer qu'ils savent qu'on est là pour eux et célébrer ce qu'ils font dans la communauté. Le plan stratégique, adopté à la dernière Assemblée générale annuelle, vise à se pencher sur la viabilité de l'ACFO sur le long terme. D'après Annick Boucher, l'ACFO doit être une plateforme pour un ou une francophone qui veut organiser une activité pour notre communauté. La population doit savoir qu'on peut leur apporter l'appui nécessaire pour réaliser ces activités. Pour ça, il faudra recréer un bassin de bénévoles et identifier d'autres partenaires, indique la présidente. Elle est tout de même heureuse de la bonne réputation de l'ACFO, Témiscamingue ontarien. Il manquait 4 membres à l'ancien conseil d'administration. Il affiche maintenant complet. Du sang neuf et des nouveaux points de vue avec une représentation de toutes les tranches d'âge. Annick Boucher a bien hâte de collaborer avec la nouvelle équipe et invite la population à venir voir ce que l'ACFO a à offrir. 2 nouvelles bornes de recharge ultra rapides pour voitures électriques ont été installées lundi à Notre-Dame-du-Nord.
Respectivement de 120 et de 180 kW, les deux bornes sont placées entre l'école primaire Saint-Joseph et l'église. Hydro-Québec a procédé à leur branchement, mais elles ne sont pas encore en service. Elles devraient toutefois pouvoir être utilisées d'ici peu. Et voilà, c'est ainsi que se termine notre bulletin de nouvelles pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. En mon propre nom, William Maillé, et celui de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine pour une autre édition d'Infotémis. Au revoir!